annoncé la semaine dernière que le calme était trompeur à Jérusalem et dans les territoires. Un calme brisé par cette attaque mortelle à Homesh perpétrée par une cellule du djihad islamique et qui a coûté la vie à un jeune papa. Le djihad islamique et le Hamas, lieutenant de l'Iran, qui se seraient entendus pour coordonner leur action terroriste. L'Iran, qui se dit prêt à faire face à toute attaque ennemie, organise une série d'exercices autour de leur centrale nucléaire. Nouveau numéro de défense, c'est parti. Et les recherches auront donc duré à peine 48 heures. C'est le temps qu'il aura fallu aux forces de sécurité israéliennes pour remonter la piste des terroristes en fuite après l'attaque de Homesh. Retour sur les faits avec Océane Nicole. Ils seront restés au total 48 heures en fuite. 2 jours après l'attaque mortelle à l'arme à feu, les 4 terroristes responsables de l'attentat ont été arrêtés, ainsi que 2 suspects. La mission s'est déroulée en pleine nuit à Silat Acharitia, près de la ville de Jenin, dans le nord de la Cisjordanie. Une opération menée conjointement par l'armée israélienne avec les services de renseignement ainsi qu'avec les forces de l'unité antiterroriste Yamam de la police israélienne. Il n'aura fallu que quelques minutes aux forces spéciales pour arrêter les personnes recherchées sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré. Et pour cause, les hommes du Yamam étaient en fait déguisés en policiers palestiniens afin de passer inaperçus dans cette région sous contrôle sécuritaire palestinien. Une nouvelle mission accomplie avec succès pour le Yamam et en plus des terroristes arrêtés, de nombreuses armes dont des M16 et une mitrailleuse de type Carlo ont également été saisies. La Cisjordanie fait face à un regain de tension ces dernières semaines avec de plus en plus d'attaques influencées par les appels du Hamas et d'autres organisations terroristes à embraser la région. David Sour, ancien commandant du Yamam et ancien député. On a donc appris que le Yamam a envoyé des officiers à l'intérieur d'une maison de terroristes déguisés en policiers palestiniens pour tromper justement les terroristes. En combien de temps se monte une telle opération ? L'un des principaux avantages du Yamam, c'est son côté versatile, sa capacité à s'adapter rapidement à tout type de situation et d'incident. Et pour répondre à votre question, cela peut parfois prendre quelques heures à peine au Yamam pour répondre à la menace, puisque l'unité possède déjà les qualités requises pour ce type d'opération. Je peux vous dire que l'opération dans la nuit de samedi à dimanche a été extraordinaire. Cela a fonctionné parfaitement. Cela aurait très bien pu aussi se transformer en zone de guerre. Mais les officiers savent aussi bien se déguiser que passer en mode combat. C'est pour cela que je dis qu'ils savent s'adapter rapidement. Ça veut dire qu'il y a toutes sortes de scénarios déjà écrits à l'avance et qu'une fois à l'intérieur, eh bien, c'est finalement de l'improvisation ? Pas tout à fait. Le scénario de l'opération est connu avant de rentrer dans la maison en question. C'est le plan A opérationnel. Mais les choses évoluent sur le terrain. Et il faut se souvenir que lors des premières et deuxièmes intifadas, l'opposition des Palestiniens à nos opérations était bien plus agressive et violente. Presque aucun incident ne se terminait comme cela s'est déroulé samedi dans la nuit, où les terroristes se sont rendus. Et on constate que c'est de plus en plus le cas, que nous sommes surpris justement lorsque les terroristes ouvrent le feu. Donc je le disais, il faut suivre le plan A, mais si le scénario évolue, il faut être capable de répondre au combat. Comment ça se passe une fois à l'intérieur ? Une fois que ces officiers du Yamam parlent en arabe et disent qu'ils sont des policiers palestiniens, aucun droit à l'erreur ? Je ne veux pas trop rentrer dans les détails opérationnels de la mission, mais imaginons que ce que vous dites s'est réellement passé. Les officiers du Yamam ont la capacité d'opérer sous la forme des Mistaharavim, des infiltrés, dans tout type de situation, pendant un temps donné, parfois assez long. Ce sont des équipes qui savent travailler. En tant qu'ancien commandant de l'unité, quand vous regardez ce type d'opération, vous dites « je connais les scénarios » ou à chaque fois vous êtes encore plus surpris d'une opération à une autre ? Je voudrais dire avant tout que je suis très fier de leur capacité opérationnelle. Je suis toujours en contact avec les Yamam. J'y étais la semaine dernière. Je suis au courant de l'évolution des techniques et des moyens utilisés, eu égard au fait que j'étais aussi commandant de la police des gardes frontières et donc responsable aussi de l'unité des Yamam. Et j'ai eu aussi d'autres responsabilités au sein de la police et dans la vie publique. Donc je suis cette unité Yamam depuis de nombreuses années. Le commandant de l'unité était mon subordonné à l'époque. La plupart
plupart des officiers également. C'est pour cela que je suis fier de leur capacité à évoluer. Toutes les missions que j'ai effectuées et dirigées étaient très complexes. Certains de nos officiers sont morts au combat, mais nous sommes toujours parvenus à réussir nos missions. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est d'un autre niveau. Des capacités technologiques que nous n'avions pas à mon époque. Je peux vous dire que leur mission n'a quasiment aucune limite. Et je regarde surtout du côté des relations étroites et la coopération avec le Shabak. La coordination avec leur unité spéciale est parfaite. On pourrait presque dire qu'il s'agit d'une seule et même unité. Le Shabak fournit les renseignements et les détails opérationnels. Le Yamam est l'exécutant. Alors justement, vous me permettez de poser la question, pourquoi ce n'est pas justement, quand on parle des Mistaravim, on a toujours l'impression que c'est le Yamas par exemple, les Mistaravim ou les Douvdevan dans l'armée israélienne. Pourquoi c'est le Yamam ? Il y a plusieurs unités de Mistaravim qui opèrent de manière quotidienne sur le terrain et quasiment sans aucun temps de préparation. Alors que par exemple, comme cela a été le cas dans les opérations d'arrestation des terroristes qui s'étaient enfuis de la prison de Gilboa, le Yamam s'était préparé à une opération bien planifiée et non dans l'urgence sans aucun délai de préparation. Je répète, l'unité opérationnelle du Shabak prépare et planifie le terrain et une fois qu'elle est prête, le Yamam se déploie. Alors que lorsqu'il faut récolter des renseignements sur le terrain, nous demanderons aux unités d'infiltrés traditionnelles. Et c'est logique puisqu'elles réalisent un travail remarquable. On a l'impression quand même, c'est fou, que c'est digne d'un scénario de film ou de série. La vie est parfois bien plus complexe et intéressante que la fiction, mais cela fonctionne dans les deux sens. Il nous arrive aussi d'apprendre des scénarios de films ou de séries, puisqu'ils présentent parfois des nouvelles technologies qui vont ensuite être développées pour des besoins opérationnels. Bien que je précise que généralement c'est l'inverse. C'est la réalité qui inspire la fiction. Si nous prenons les séries comme Fauda ou SEAL Team aux États-Unis, elles s'inspirent de faits réels. Une partie des scénaristes ou des producteurs sont d'anciens combattants de ces unités. Prenons l'exemple de Lior Raz et de Tsachi Alevi, qui sont d'anciens officiers des Douvdevan, ou alors Idan Raviv, anciens combattants des commandos marins, les Shayetet Shlosre. Une partie des acteurs étaient d'ailleurs sous ma responsabilité à l'époque. Ils étaient d'excellents combattants et se sont servis de leur expérience pour ces séries et films. Dernière question, le Yamam est devenu l'unité nationale de lutte antiterroriste. Ça change quoi dans les faits concrètement ? En effet, c'est une décision très importante, tout d'abord au niveau déclaratif, car après des années de débat autour de la question de savoir s'il fallait employer les commandos Matkal de l'armée de terre ou les Yamam, la décision a donc été prise de choisir le Yamam pour répondre à tout type d'attaques terroristes complexes ou de prise d'otages. Mais au-delà de cette décision, il y a aussi une question de budget et de refonte de l'unité, pour y ajouter des combattants et des moyens. Cette compétition entre les deux unités les a forcés à l'excellence. Mais l'État d'Israël se devait de prendre des décisions sur ses propres priorités. Et je suis content que cette décision l'ait été alors que le Premier ministre est un ancien combattant des commandos Matkal et que le ministre de la Sécurité intérieure également. Mais il était interdit de perdre du temps et de dépenser des moyens et de l'argent pour rien. Et ce, sans porter atteinte à l'excellence des Matkal, qui sont peut-être les meilleurs dans leur domaine, en termes d'opérations commando et de prise de renseignements en terrain ennemi. La résolution de prise d'otages est un métier, et le Yamam sait le faire. Cela prouve une certaine maturité de nos leaders. Merci beaucoup, David Sour, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et puis regardez ces images qui nous viennent de la marine américaine. On est sur le USS Portland, membre de la 5e flotte américaine, capable d'utiliser un rayon laser pour contrer la menace des bateaux sans pilote ou des drones kamikazes utilisés par les Houthis en mer Rouge, pro-iraniens au Yémen. Déjà en mai 2020, le Portland avait utilisé ce rayon laser pour abattre un drone ennemi dans le golfe d'Aden. Ce qui est intéressant, c'est que la marine israélienne s'est récemment entraînée avec la 5e flotte américaine avec pour objectif commun lutter contre les menaces iraniennes et ses proxys. Justement, et quand on parle de l'Iran, l'Iran s'entraîne face aux menaces justement israéliennes. Israël qui menace effectivement, Océane Nicole, bonsoir, de éventuellement
frapper les installations stratégiques iraniennes et vous avez les détails. Tout à fait, Téhéran qui mène donc un exercice de grande ampleur. Ça se passe en ce moment dans le sud du pays. Au total, ça dure 5 jours et cet exercice a un nom. Ça s'appelle le Payambar Azam 17. En français, ça veut dire le grand prophète 17 et c'est donc une combinaison d'opérations de missiles et de drones qui se passent à la fois en mer mais aussi dans les airs puisqu'il y a à la fois les unités terrestres, navales et aériennes du corps des gardiens de la Révolution qui sont donc mobilisés. Selon les médias locaux, il y a des missiles sol-sol qui ont été tirés. Il y a aussi le système de défense anti-aérienne qui a été actionné depuis des navires, mais aussi depuis des côtes. Il y a aussi des bateaux de technologie locale qui peuvent atteindre une vitesse de 75 à 95 nœuds qui ont été utilisés. Et il y a même des missiles balistiques qui ont été lancés depuis ces navires. Des drones iraniens ont aussi visé des cibles fixes, mais aussi des cibles mobiles, que ce soit depuis le sol ou depuis les mers. Et on a vu aussi plusieurs missiles balistiques pouvant atteindre des cibles de plus de 2000 km. Tout ça donc selon Téhéran et évidemment selon les responsables de l'armée iranienne, eh bien toutes les cibles ont été atteintes, donc taux de réussite de 100% selon l'Iran. On l'a bien compris, l'objectif de cet exercice de grande ampleur, c'est de montrer que l'Iran est capable d'agir si besoin et l'Iran qui assure même, d'ailleurs, ils l'ont dit en début de semaine, ils sont capables d'atteindre des cibles israéliennes mais aussi des cibles américaines. Ils ont dit, je cite, Jérusalem et Washington peuvent s'attendre à une réponse écrasante si l'armée israélienne attaquait Téhéran. Et oui, c'est dire, l'Iran qui promet qu'elle prendra pour cible tous les centres, toutes les bases et toutes les routes qu'Israël utilisera. Et on sait, vous l'avez dit, que pareil, du côté de Israël, eh bien, Benny Gantz, le ministre israélien de la Défense, a d'ores et déjà appelé Tsahal à se tenir prête en cas d'attaque avec l'Iran. Et on parle justement des capacités d'Israël à attaquer seul ou pas, d'ailleurs, en Iran. J'accueille l'ancien général de brigade Rélik Shefir, l'un des 8 pilotes israéliens qui ont détruit le réacteur irakien aux Irak en 1981. Vous avez été cité, Rélik Shefir, dans l'article du New York Times en disant que actuellement, dans le cas qui se présente à Israël, Israël n'est pas capable d'attaquer seul l'Iran. Est-ce que vous pouvez expliquer ? Bonsoir. Permettez-moi de rectifier cette déclaration. J'ai dit qu'Israël ne pouvait pas endiguer le programme nucléaire iranien tout seul. Israël peut saboter le programme, peut le retarder pour un certain temps et lui infliger des dégâts considérables. Mais pour mettre un terme définitif au programme tout entier, il faut une campagne de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines, pour détruire les 45 infrastructures du programme iranien, ainsi que plusieurs dizaines de sites. Mais ça ne sera pas possible qu'avec l'intervention stratégique d'une armée de l'air et de la mer comme celle des États-Unis. Il y a une différence de taille entre les armées de l'air américaines et israéliennes pour la simple et bonne raison que les Américains possèdent des bombardiers furtifs B-1 et B-2 qui peuvent déployer des armes lourdes. On va en parler. Rélik Shefir. Est-ce qu'il n'aurait pas été judicieux tout de même de dire pour le moment, c'est-à-dire que dans la mesure où les entraînements s'accélèrent et entre Israéliens et Américains, peut-être que le degré de préparation va aller crescendo. Israël est capable d'infliger des dégâts limités pour le moment. Mais je dirais que plus on se prépare, plus on est capable de déployer un grand nombre de munitions contre les cibles identifiées. Et pour cela, il faut qu'il y ait davantage d'entraînement, de préparation. D'ailleurs, je crois que c'est ce qu'a dit le Premier ministre, ou du moins le ministre de la Défense. À ce moment-là, lorsque vous étiez au-dessus aux Irak, vous n'avez pas eu besoin de bunker booster. Et selon plusieurs experts, on parle de plusieurs centaines d'avions qui seraient nécessaires pour frapper des installations stratégiques iraniennes. Est-ce que, sans les avions ravitailleurs, que les États-Unis pour l'instant ne livrent pas assez rapidement à Israël, eh bien, une telle opération est impossible, selon vous ? Oui, évidemment. S'il n'y a pas assez de ravitailleurs pour un grand nombre d'avions, alors les capacités de frappe seront forcément limitées. C'est une question de logique. Mais en même temps, vous me disiez, hors antenne, qu'il faudrait peut-être utiliser une technique à la Mohamed Ali, c'est-à-dire frapper plus vite, plus rapidement, plus juste, plus fort. Alors que, tout simplement parce qu'Israël n'a pas
de capacité de bunker booster, ces bombes de plusieurs tonnes capables d'imploser à l'intérieur des bunkers. Dans le langage aérien, cela veut dire quoi? Vous savez qu'un coup de poing qui peut être envoyé par une bombe de plus de 10 000 kilos peut pénétrer une surface en béton et détruire les bunkers qui se trouvent en dessous. Ce serait une attaque à la Mike Tyson. Mais l'armée de l'air attaque de manière stratégique, davantage à la manière de Mohamed Ali, ou je choisirais même un certain Manu Pacquiao. Pour les puristes, un poids plus léger qui peut frapper plusieurs cibles, mais qui ne peut pas envoyer un coup de poing fatal qui mettrait l'adversaire KO, comme pourrait le faire Mike Tyson. Et aujourd'hui, vous pensez que Israël a la capacité d'être un Mohamed Ali, ou aura un jour la capacité d'être un Mohamed Ali? Oui, et même si Mohamed Ali ne sera probablement jamais Mike Tyson, nous pouvons devenir Mohamed Ali. Et je crois que nous l'avons déjà prouvé au cours de ces 70 dernières années. Nous avons montré que nous sommes capables de frapper là où il le faut, quand il le faut, et ce dans plusieurs configurations, pas forcément dans les airs. Justement, ce qui m'amène à la question. À l'époque, vous étiez à bord d'avions de chasse traditionnels. Est-ce que réellement, c'est la technique, c'est l'évolution de la technique qui permet à Israël d'opérer, ou est-ce que c'est l'homme qui est dans le cockpit? Nous avons coutume de dire qu'un bon pilote, c'est celui qui ne fait qu'un avec son appareil, celui qui devient une extension de son avion. C'est une question d'équilibre entre la technologie, l'entraînement et le type de personne qui est aux commandes de l'appareil. Donc je dirais que ce n'est pas juste le pilote ou juste l'appareil, c'est la combinaison des deux. Dernière question, Aurélie Shefir. Est-ce que vous pensez qu'une telle opération nécessite aussi une coopération internationale, si tant est qu'il y ait une opération militaire contre les installations stratégiques iraniennes? On sait que certains pays ne veulent pas donner leur tarmac à Israël, par exemple. Il faut bien garder à l'esprit que la politique se joue de manière publique, mais que certains éléments restent secrets, à l'abri des médias. Donc je pense que nous devons laisser les gens qui s'en occupent gérer ça, sans intervenir et sans y mêler les médias. Ce que vous êtes en train de dire en filigrane, c'est que laissez les militaires faire et tout ira bien. Espérons que tout ira bien. Il n'y a pas que le chef d'état-major, c'est tout l'appareil de la défense qui est concerné. Merci énormément, brigadier général, général de brigade Aurélie Shefir. Vous avez participé à l'opération contre le réacteur aux Irak en 1981. Vous nous expliquez un petit peu les contours d'une possible éventuelle opération aérienne contre l'Iran. Merci d'avoir été notre invité. Merci. Alors on parle également de cyberdéfense. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un entraînement grandeur nature entre l'unité cybernétique de l'armée israélienne, de Tzahal, et le Cyber Command américain, celui qui appartient finalement à l'armée américaine. Les deux unités se sont entraînées. Pourquoi? Parce qu'ils ont organisé la semaine dernière un exercice conjoint pour faire face aux cyberattaques qui ne cessent d'augmenter. On le sait, il y a aujourd'hui plusieurs champs de bataille. Il y a l'armée de l'air, terre, mer, mais également, Lise Ben-Kemoun va nous parler du cyber. Regardez. Nom de code Cyberdome. L'exercice qui s'est déroulé dans les installations américaines est le 6e dans lequel Tzahal s'exerce avec ses homologues US. Un partenariat cybernétique stratégique très important pour les deux pays qui s'intensifie d'année en année. Le cyberespace est en train de devenir une zone de guerre mondiale quotidienne qui menace de nuire aux organismes gouvernementaux, privés et civils. Le Sénat américain a adopté récemment la loi sur la défense nationale pour l'exercice 2022 et sur son budget global, 30 millions de dollars seront consacrés à la cybercoopération américano-israélienne. Par ailleurs, le département américain de la sécurité intérieure a averti que des pirates parrainés par le gouvernement iranien dirigeaient des cyberattaques contre des entreprises américaines, alors qu'au même moment, des centres de santé israéliens étaient visés. Assistera-t-on prochainement à une riposte commune des deux pays contre l'Iran? Affaire à suivre. Et on célèbre donc ces 1 an de normalisation avec le Maroc et cette concrétisation des accords d'Abraham. Alors bien évidemment, au Maroc, on préfère parler de réchauffement des relations entre Rabat et Jérusalem. Depuis, est-ce qu'on peut confirmer finalement que la relation sécuritaire entre les deux pays existait
avant, mais sous le radar. C'est la question qu'on va poser à Mehdi Hijaoui. Merci Mehdi d'être avec nous. Vous nous parlez depuis le Maroc. Ce qui est intéressant, Mehdi, c'est véritablement, vous êtes expert en cyber-intelligence et en expert d'intelligence sécuritaire. Est-ce qu'on peut vraiment confirmer et le dire officiellement que oui, il y avait une relation entre le Maroc et Israël, mais elle était cachée? On était plus dans les renseignements. En fait, la coopération sécuritaire entre le Royaume du Maroc et Israël a toujours été qualifiée d'exceptionnelle, que ce soit pendant la période qu'on qualifiait de flottement, soi-disant de rupture de relations, ou lors de l'officialisation des relations. Il faut juste revenir un peu à l'histoire, comprendre que ces deux pays se sont toujours soutenus mutuellement et que des milliers de citoyens hébreux sont d'origine marocaine. Donc les deux pays, oui, c'est ça. Les deux pays et les deux peuples entretiennent des liens indéfectibles aujourd'hui. Et comment on est passé justement, comment on est passé de cette relation entre des agents du Mossad israélien et des agents secrets marocains à des rencontres publiques? C'est le but de l'accord qui a été passé. Donc, comment... Je n'ai pas compris le sens de votre question. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est public, est-ce que ça change quelque chose dans la teneur des discussions, ou alors on continue tout simplement dans la prolongation Non, c'est la prolongation, c'est la prolongation d'un travail de fond qui a été fait et qui a abouti, qui a donné d'excellents résultats. Alors Mehdi, on a appris il y a quelques jours que le Maroc et Israël avaient signé des contrats de construction de drones israéliens, mais sur le sol marocain. Est-ce que vous confirmez? En fait, l'accord de coopération sécuritaire signé le 24 novembre est vraiment historique, car c'est le premier du genre, surtout qu'Israël n'a jamais signé un accord similaire avec aucun pays arabe. Par contre, je ne peux vous confirmer si le contrat de production de drones militaires Skyrock et Hermès sur le sol marocain a été signé ou non. Mais ce qui est certain, c'est que ce type de contrat est à prévoir, car il s'agit de la portée même de l'accord de base. Mmh. Elles ont cet accord où ces armes ou ces drones ont un objectif concret, c'est-à-dire que est-ce que pour le Maroc il y a clairement une menace du Polisario et de l'Algérie? Comme vous le savez, le Maroc dispose d'une fulgurante stratégie nationale de défense sous l'égide de Sa Majesté, allant du renseignement civil et militaire, la construction ou du développement d'une industrie d'armement, de la diversification de partenaires à l'international, en s'appropriant des armes de dernière génération, en développant son expertise à travers des opérations conjointes menées par avec des puissances étrangères. Alors, l'Algérie est franchement son fantôme pseudo-race n'ont jamais représenté une quelconque menace pour le royaume. Vous allez loin, c'est-à-dire que pour vous, l'Algérie ne menace pas. Aujourd'hui, on n'est que dans la menace verbale. Je ne dis pas qu'elle ne menace pas, je dis qu'elle ne représente pas de menace pour le Maroc. Et donc, deux choses différentes. Et donc, on est en pleine menace verbale pour l'instant et pas celle des armes. Voilà, c'est ça. Exact. Et que le Maroc ne prend pas, c'est-à-dire que ne s'inquiète pas de la menace algérienne et pseudo-raste. On a appris aussi que les renseignements américains, cette semaine, avaient empêché un attentat de type Daesh, de l'État islamique, pour frapper des intérêts occidentaux au Maroc. Et donc, est-ce qu'on pourrait éventuellement imaginer une relation, un trio finalement, CIA, Mossad et services secrets marocains? Oui, oui, tout à fait. Surtout qu'il s'agit non pas uniquement de pays amis, mais d'as mondiaux du renseignement. Même le Maroc apporte sa contribution à l'international maintenant, pour prévenir ou contrer des actions terroristes. On peut qualifier cette relation triangulaire des renseignements qui permet l'initiation d'actions musclées complémentaires dans la lutte contre la radicalisation en ligne, notamment au niveau des réseaux sociaux.
Alors, les experts israéliens, Mehdi, disaient que la menace iranienne était réelle et comprise, surtout du côté du Maroc. Est-ce que effectivement, c'est votre avis aussi ? Il fut un temps où les Iraniens tentaient de développer le rite chiite sur le sol marocain via le net. Mais de telles manigances avaient été rapidement neutralisées. Et c'est ce qui avait traduit à l'époque une rupture immédiate des relations avec l'Iran. À vrai dire, la menace iranienne ne concerne pas spécifiquement le Maroc et le monde arabe musulman, mais le monde entier, car il s'agit d'un pur terrorisme d'État. Dernière question un petit peu plus légère. On sait que les forces de sécurité marocaines s'entraînent au MMA, c'est assez surprenant d'ailleurs. Oui. Les Israéliens s'entraînent au Krav Maga. Est-ce qu'on peut imaginer éventuellement une coopération, un combat MMA Krav Maga entre forces de sécurité marocaines et israéliennes ? Ça sera un combat équitable ou plutôt une stratégie qui va se compléter entre le MMA et le Krav Maga. Au Maroc, on a la chance d'avoir les trois frères Abou Zaïta, qui sont des experts en MMA. Et vous avez la chance d'avoir d'excellents experts en Krav Maga, qui sont les héritiers d'Imi, qui était le fondateur du Krav Maga. Pourquoi pas ? On pourra un jour faire un combat entre Krav Maga et MMA. Nous, on a nos experts et vous avez les vôtres. Un combat justement pour le sport. Merci Mehdi Hijaoui d'avoir été avec nous pour ces 1 an de concrétisation, de normalisation de relations entre le Maroc et Israël. Merci à vous. Merci. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Défense. On se retrouve donc la semaine prochaine.